Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles du réseau de la diaspora 24 heures sur 7, bienvenue au réseau de la diaspora. Le réseau de la diaspora, c'est la chaîne par excellence, votre chaîne. C'est, comme nous le disons, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Alors, sur le réseau de la diaspora, vous trouvez au www.dn247.net les documentaires, la religion, les interviews, ainsi de suite. Aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé précédemment, les réseaux de la diaspora est en tournée. Nous allons vers le peuple de la diaspora et aujourd'hui, nous sommes au Maghreb et plus précisément en Algérie. Alors, salam alaikum, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup d'honneur un grand homme de la diaspora francophone, africaine, ici à Toronto. Eh bien, il ne s'agit autre que de la personne que vous voyez à ma droite. Il s'agit du docteur Nasser Chali, qui est docteur en économie, mais plus avant tout, donc chevalier de la plume. Il a édité 2 ouvrages et il en a d'autres dans le futur. Alors, sans plus tarder, je vous demande avec moi d'accueillir mon invité, qui n'est autre que docteur Chali. Bonjour, monsieur Kabouya. Voilà donc, docteur, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Ça nous a pris beaucoup de temps pour entrer en contact avec vous, dans la mesure où vous êtes quand même un homme très occupé. Mais nous sommes honorés de vous avoir sur cette émission où nous allons parler non seulement de votre parcours d'immigrant, mais surtout des 2 ouvrages que vous avez publiés. Mais avant tout, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais que vous puissiez, en regardant, n'est-ce pas, nos caméramens, et vous présenter à nos auditeurs 1, 2 petits 3 mots sur vous, et puis on va rentrer dans le vif de nos sujets. Merci beaucoup, monsieur Kabouya. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Actuellement, je me sens vraiment en Afrique et je me sens plus que moi-même. Merci pour cette brillante introduction et je souhaite que la chaîne de la diaspora, DN 247.net ira très loin sans aucun doute. Voilà, tout d'abord, je dois me présenter. Je m'appelle Nasser Chali, oui. Et je suis algérien, donc j'ai terminé mes études d'économie comme analyste d'économie en Algérie. Puis après l'Algérie, j'ai travaillé au ministère de la Planification. Puis j'ai été envoyé par le gouvernement pour faire un doctorat en économie en Pologne. Donc après la fin de mes études, j'ai émigré au Canada et je suis arrivé un beau jour du mois de mai 1996 sans parler un traître mot d'anglais. Okay? Donc voilà, j'ai écrit ces 2 livres et j'espère qu'en vous expliquant ce dont il s'agit, vous allez les aimer comme je les aime moi aussi. Voilà, ceci pour la présentation, monsieur Kabouya. Soyez donc le bienvenu au réseau de la diaspora. Chers amis, j'ai trouvé dans l'introduction que mon invité a été très modeste. Il est également professeur, il enseigne, n'est-ce pas, à l'Alliance française de Toronto. Voilà, donc de Toronto. Donc c'est une académie française qui est représentée partout dans le monde, où on enseigne non seulement la langue française, mais aussi la culture de la France et autres. Voilà, donc soyez le bienvenu. Alors, je vous ai appelé aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à vous pour 2 raisons. La première, c'était parce que nous connaissons que l'Algérie est un grand pays d'Afrique. L'Algérie, c'est un des pays modèles, pas le grand modèle, mais c'est quand même un pays modèle de l'Afrique, par le fait de sa culture, de la stabilité du pays et aussi par la richesse de la culture que les Algériens amènent à l'extérieur avec eux. Aujourd'hui, vous êtes docteur, vous parlez bien le français, aussi bien l'anglais. Alors la question la plus évidente, vous avez dit que vous étiez parti en Pologne pour faire vos études en tant que tel, mais qu'est-ce qui a motivé votre départ vers la Pologne, enfin de la Pologne vers le Canada? C'est une très bonne question. Les choses importantes, moi je crois au destin. Quelquefois, il y a des choses qui arrivent sans en avoir pensé. Okay. Par exemple, j'ai voulu m'installer en France. Je me suis dit, pourquoi la France? C'est tout simplement parce que c'est près de l'Algérie. Je peux prendre mon petit déjeuner à Paris et manger mon dîner à Azazga. Okay? Donc c'est une question de proximité, c'est pas pour autre chose. Et arrivé en France, donc il y a eu un tas de problèmes et j'étais obligé de retourner en Pologne sans aucun découragement. Et là je rencontre un ami, c'est un Zaïrois.
Un Zaïrois en plus. Un Zaïrois en plus. Congolais, voilà. Un Congolais extraordinaire. Voilà. Oui. Alors c'est Claude, que j'aime beaucoup comme un frère. Il me dit, je le rencontre dans la rue, il me dit, Nasser, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ton visage, il est déconstruit, défait. Je lui dis, voilà, ça va, Claude, ne t'inquiète pas, les problèmes de la vie, ça existe toujours. Et puis il me dit, non, Nasser, tu dois me dire pourquoi. Alors je lui ai raconté ma mésaventure en France, je n'ai pas réussi à m'installer. Et puis il me dit, viens, on va émigrer au Canada. Parce que lui, il voulait venir au Canada. Mais je lui dis, non, au Canada, je ne parle pas anglais, etc. Il faut quand même rester en Europe, près de l'Afrique. Bien sûr. Alors il insistait tellement que nous avons fait des demandes d'émigration le jour même à Varsovie. Moi j'ai été accepté, lui n'a pas été accepté. Alors l'idée venait de lui. C'est pour ça que je te dis, Aimé, le destin, c'est le destin. Je n'ai jamais pensé de ma vie à vivre en Amérique du Nord. J'ai voulu vivre à Paris pour être près de l'Algérie. Et c'est tout. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ce qui a motivé. C'est un compatriote, si je puis dire, congolais, qui m'a dit d'émigrer au Canada. Et son vœu, qui est devenu mon vœu, a été exaucé. Ben voilà, donc selon lequel le monde est devenu un village, les gens de part et autre se rencontrent, s'échangent d'expertise et pourquoi pas les opportunités. Mais monsieur Nasser, je dois préciser à nos auditeurs, nous sommes accueillis chaleureusement, je souligne chaleureusement, au restaurant Marrakech. Le restaurant Marrakech, c'est un restaurant des spécialités marocaines. Moi j'ai mangé le fruit de mer, mais mon invité a mangé un autre repas. Il en a un peu plus parce que bon, tu sais, il comprend peut-être mieux la maison, mais il en a un peu plus. Donc si vous voulez venir goûter à manger marocain, maghreb en général, donc je vous convie à venir au 1450 Danforth Avenue. Donc c'est Danforth, donc à l'est de Toronto. Vous êtes entre Woodbine et Coxwell, si je ne me trompe pas. Donc le numéro c'est le 416 462 32 22. Alors vous êtes le bienvenu à tout moment. Vous verrez l'information défiler sur l'écran. Donc le bruit de fond que vous entendez, c'est normal. C'est parce que nous sommes justement au restaurant et il y a beaucoup d'invités qui sont bien entendu venus déguster la nourriture du pays. Alors, monsieur Nasser, je ne voudrais pas m'expandre avec vous, parce que tout à l'heure, lorsque nous discutions, j'ai senti en vous une grande richesse de connaissances. Autant vous avez parlé de l'économie, vous avez parlé de la politique, vous avez également parlé des phénomènes de l'immigration. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse principalement, c'est les deux livres que vous avez édités. Il s'agit bien entendu de l'illusion de liberté. Donc ce sont des livres qui sont publiés en Algérie, donc l'illusion de liberté, donc édité dans les éditions Talankit. Talantikit. Ben voilà, donc le nom n'est pas régulier, enfin en tout cas, vous l'exprimerez peut-être un peu mieux. Et il a un deuxième manuel qu'il a écrit dont le titre s'appelle Les mercenaires du verbe. Alors les deux bouquins, les deux manuels sont édités et publiés en Algérie. Alors la question bien sûr la plus évidente que nos auditeurs voudraient savoir, c'est vous êtes un économiste. Vous aurez certainement publié une étude statistique, ça fera un sens. Mais quand je lis les deux titres de votre livre, c'est une tendance plutôt variée. On pourra certainement sentir un peu de l'économie, mais on sent un peu du phénomène de la société. Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez? Excellente question, Kabouya. Monsieur Kabouya, j'écris pour pouvoir m'exprimer. Ok. Les gens font de la politique pour s'exprimer. Moi, j'utilise ma plume. Parfois, ma plume m'utilise pour m'exprimer. C'est juste pour donner un point de vue. Parce que, comme je dis toujours à mes amis, en chaque individu sommeille un écrivain. Il y a au moins l'écrivain de leur vie. En chaque individu. Peut-être que l'histoire de sa vie peut intéresser beaucoup de lecteurs. Alors moi, j'écris parce que j'ai une passion de la littérature depuis mon très jeune âge. J'aime la lecture et ce désir de lecture a débordé sur l'écriture. Bien sûr. C'est-à-dire, je ne veux pas uniquement lire ce que les gens disent, mais je dois aussi leur donner mes opinions, leur donner ce que je pense de la vie. Alors c'est, comme l'a dit un jour un ami, j'écris pour respirer. Voilà. Donc l'écriture devient un modèle de respiration. Exactement, un modèle de respiration indispensable. J'appuie sur
le mot indispensable pour le restant de ma vie. Voilà. Très intéressant. Souvent, quand on écrit, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est pour exprimer une opinion, un point de vue par rapport à un phénomène quelconque. Mais pour arriver à écrire, vous devez vous retrouver dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Alors, ma question, bien entendu, c'est quand est-ce que vous trouvez le temps pour écrire? Quand écrivez-vous exactement? Ok, merci M. Kabouya. Donc, l'écriture, c'est des envies. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une feuille de papier et un stylo ou bien se mettre à son ordinateur et écrire. Il y a des périodes bien particulières et moi, j'adore écrire la nuit. Je ne peux pas écrire pendant la journée. J'écris la nuit. C'est peut-être le calme. C'est peut-être je rentre en dialogue avec moi-même. Je m'interroge. J'interroge mon passé. Je regarde les faits de la journée où j'ai déjà enregistré les discussions avec les gens. Peut-être que les idées que vous m'avez données aujourd'hui, je peux les utiliser et les mettre dans un livre. C'est-à-dire, je fais un résumé de ma journée, je fais un résumé des quelques mois passés pour écrire. Mais cette période d'écriture, c'est une envie. Elle me vient la nuit, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être biologique, je suis un nocturne. Donc j'aime beaucoup écrire la nuit. Et aussi, c'est extraordinaire. Si vous me dites, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous donne cette envie? Eh bien, c'est juste le silence de la nuit. C'est tout. Je ne peux pas donner autre chose parce que ça vient. J'ai envie de ça. Comme on a envie de manger, on a envie de se promener, de faire du sport. Moi, la nuit me donne envie. La nuit vous donne envie d'écrire. Voilà. Je ne peux pas déduire que vous soyez célibataire, sinon votre femme s'éclamerait quand même beaucoup. Je suis grand-père. Vous êtes grand-père, donc... Non seulement marié, mais grand-père. Grand-père, effectivement. Donc, en dépit de cela, vous parvenez à trouver le temps pour vous occuper aussi bien de vous-même, de votre famille, votre foyer, et écrire vos manuels comme ça. Ah oui, c'est une richesse de l'Occident, M. Kabouya. On vous oblige à vous battre tous les jours pour mériter votre place. Vous devez faire vous-même votre emploi du temps. Il n'y a pas le filet social qu'on a dans nos pays. Il n'y a pas le voisin, la maman, la tante, l'oncle qui va vous aider. Ici, c'est vos biceps ou votre cerveau qui vont faire de vous quelqu'un éligible sur cette terre occidentale. Pour là, ils nous ont appris à être sérieux et je suis très redevable de ça. Mais les titres que vous avez choisis sont quand même, je ne dirais pas polémiques, mais quand on dit l'illusion des libertés, c'est quelque part on dénonce l'absence d'une liberté quelconque. Ou quand on parle de mercenaires du verbe, on utilise des gens qui utilisent le verbe de manière abusive. Quels sont les messages directs que vous essayez de passer avec les titres de vos livres? Merci, très bonne question. Alors je commencerai par les mercenaires du verbe. Donc pour vous expliquer un peu le titre, les mercenaires du verbe, c'est des gens qui peuvent vendre de la neige aux Esquimaux. C'est-à-dire des gens qui savent parler, qui peuvent retourner la situation avec un discours. Ces gens-là ont l'art du verbe. Alors, les mercenaires du verbe, donc je l'avais écrit en Algérie. Il n'est pas autobiographique, mais c'est une histoire dans un village de quelqu'un qui a terminé ses études au pays et qui voit beaucoup d'injustices. Donc il essaye de changer les choses. Mais honnêtement, ce jeune étudiant n'a pas réussi à changer les choses. Parce que pour changer la gestion des affaires dans un village, il faut changer tout l'environnement administratif qui entoure le village. Et là, la tâche n'est pas facile, elle est ardue. Donc ce jeune-là, après avoir essayé pendant des années de changer les choses, d'améliorer le quotidien de ses compatriotes, il n'arrivera pas. Alors c'est à ce moment-là qu'il décide d'aller à l'étranger. Et les mercenaires du verbe représentent justement, au niveau de son village, le chef du village qui était un beau parleur, qui endormait les foules tout le temps. Alors, avec ce beau parleur, il a lancé un combat, intellectuel bien sûr, mais il n'arrivait pas à le déloger. Parce que dans notre culture, on accorde beaucoup plus d'importance à un vieux
par le respect. Tout à fait. Même si le jeune a raison, on dit oh toi tu es né de la dernière pluie, il faut te donner, il faut respecter les vieux, etc. Alors il n'a pas réussi à s'imposer, il a décidé d'émigrer à l'étranger. Voilà, donc c'est le premier premier livre. Dans Les Mercenaires du Verbe. Voilà, dans l'édition L'Odyssée à Tizi Ouzou en Algérie. Alors je vous prie de l'acheter, ok? Ok, voilà. Maintenant, je continue sur Les Mercenaires du Verbe. Il arrive à l'étranger, après maintes péripéties, il arrive à faire ses papiers et il est devenu citoyen. Ok, il est devenu résident dans un pays d'Europe, qui est la France. Pour un Algérien, c'est la France. Le deuxième livre, c'est Illusion de liberté. Maintenant, le héros est devenu citoyen, comme on devient canadien, américain, français, espagnol, etc. Il va essayer de vivre comme un occidental. Mais c'est là où le bas blesse. Parce que le développement, c'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain avec un passeport. Tout à fait. Le développement, c'est un long processus de haut et de bas qui va te permettre. Moi, je suis un villageois, je suis d'origine paysanne. Je peux pas d'un seul coup aller dans un restaurant et manger avec des, je ne sais pas, avec des aristocrates, etc. Je ne sais même pas comment ils mangent. Alors moi je serai un paysan toute ma vie, certes avec un diplôme, mais je ne serai jamais aussi raffiné qu'un citadin qui a évolué dans ce milieu. Alors le petit paysan qui était l'auteur, qui est le héros du livre, n'arrivera pas à réaliser ses rêves. Il va comprendre que la liberté, c'est pas celle qu'il y avait dans les livres. Il y a beaucoup de choses trappes, il y a beaucoup de sueur, il doit refaire ses études, il doit ramener sa famille du pays. Donc les choses ne se présentent pas comme un rêve américain. Les choses ne se présentent pas comme un rêve américain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis du Maghreb, d'Afrique et du monde entier. C'est la raison justement qui justifie la présence du réseau de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence. Donc vous écoutez là une présentation d'un phénomène qui est migratoire, les mouvements de peuple qui partent d'une manière ou d'une autre pour des raisons qui sont bien entendu différents les uns avec les autres. Mais une petite parenthèse qui n'a peut-être pas à voir avec le livre, lorsque vous parlez justement de ces grands sages, de ces vieux qui ont toujours raison, quelque part c'est le portrait qu'on donne aux chefs d'État d'Afrique par exemple. Parce que la plupart des pays africains, disons-le, c'est des pays considérés comme étant des pays dictatoriaux, des régimes du moins dictatoriaux. Est-ce que vous, à travers cette illusion de liberté, vous ne reprochez pas aussi quelque part cette justement mauvaise gestion, ou pas nécessairement une mauvaise, mais une gestion assez archaïque de gérer les appareils de l'État qui font que les experts africains, puisque vous êtes un expert en tant que tel, au lieu de bénéficier de votre expertise en Afrique, vous êtes senti quelque part obligé de partir pour justement améliorer vos conditions de vie. Très bien. Maintenant, la gestion des pays africains, la gestion politique des pays africains a failli. Elle a failli, on est tous d'accord sur ça. Donc la plupart de nos dirigeants pensent toujours qu'ils sont dans les années 60, dans les années 60, dans les années 70, 80, etc. Ils ne savent pas qu'on est en plein dans l'ère d'Internet et que l'information est devenue un mot-clé dans les relations internationales. Donc, on ne peut pas leurrer nos peuples, parce que ce qui se passe au Kivu ou ce qui se passe
en Algérie ou ce qui se passe au fin fond du Lesotho, le monde entier, comme la télévision de la diaspora le fait, le monde entier peut être au courant de ce qui se passe. Donc on n'a plus des générations comme celles d'avant, génération de chefs du village qu'on craint, qu'on respecte, etc. On est en présence de l'efficacité. On n'est pas contre le vieux chef du village qui est intelligent, mais on considère qu'il a fait son temps. Tout à fait. Il est temps de laisser la place. Mais il y a un grand problème. Il ne faut pas que le médicament soit plus grave que la maladie. Il faut... On a le médicament qui aggrave la maladie. Voilà. Ok. C'est-à-dire, le médicament doit guérir. Il ne doit pas aggraver la maladie, la rendre plus grave. On ne veut pas de nouvelles Somalie en Afrique. On ne veut pas d'Afghanistan en Afrique. On veut des pays qui vont aller doucement et que les générations doivent se mettre dans la tête qu'on ne peut pas détruire un pays, qu'il est dans un contexte de crise économique violente, internationale, qui n'a épargné personne. On ne veut pas détruire l'État. Non, s'il nous faut 2 ans, on restera 2 ans. Au lieu d'1 mois. S'il nous faut 4 ans, on va rester 4 ans. Mais il ne faut pas détruire. Il faut un respect de l'État. Actuellement, chez nous, on est contre un gouvernement ou un président, mais ils ne savent pas qu'on doit être pour les institutions de l'État. Tout à fait. Et pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de développement en Afrique? Parce qu'il n'y a pas d'État. L'État est très très important. C'est l'État qui construit les routes, qui protège les frontières, qui construit des hôpitaux, qui construit des écoles. Imagine pourquoi en Afrique on est si arriéré. Parce qu'il n'y a pas d'État, tout simplement. Alors on ne doit pas le détruire. Le peu d'État qu'on a, on doit le protéger et le développer. Parce que les vieux qui règnent actuellement, parce qu'ils ne sont pas des chefs d'État. Vrai, hein, en Afrique, la particularité des chefs d'État, c'est justement... Ce sont des rois. Pour moi, ce sont des rois. Ok. N'oublie pas qu'on doit, si on est contre un roi en Afrique, on n'est pas contre l'État africain. L'Assemblée populaire, il faut la protéger. Il faut protéger la Constitution. Il faut se donner l'arme juridique pour l'État pour qu'il soit pérenne. Actuellement, on est pourvu qu'on enlève le président, on est prêt à détruire. On n'a pas détruit un président, on a détruit un pays. Ça toujours commence. Ça commence comme ça. Non, vous avez très raison. D'ailleurs, on a vu le phénomène printemps arabe, où on a fait partie des chefs d'État, mais les institutions sont quand même restées. Même si un peu emboîtées, mais on voit quand même la présence des institutions qui restent. Qui restent, oui, heureusement, parce que là, il y a un embryon de développement économique. Je dis bien, il y a un embryon, ok. Mais dans certains pays africains, c'est d'ailleurs les pays qui ont plus de problèmes, c'est là où les économies sont inexistantes ou partiellement détruites. Oui. Parce que souvent, ce chef d'État, quand ils quittent, ils prennent toutes les caisses du gouvernement avec eux. Ah oui, alors il faut, moi j'insiste toujours sur ça, il ne faut pas que le médicament tue le malade. Okay? Il ne faut pas que le médicament tue les malades. Vous êtes le peuple d'Afrique. Voilà là un monsieur qui est avec vous, qui est avec nous, qui reviendra certainement à plusieurs reprises sur les réseaux de la diaspora, parce qu'en lui sont renfermés beaucoup de connaissances qui sont d'ailleurs bénéfiques et qui seront certainement bénéfiques pour vous autres. Monsieur Chali, docteur, est-ce que ici au niveau de l'Ontario, on peut rester local? Vous connaissez, ou ailleurs d'ailleurs, d'autres écrivains africains vers qui vous vous inspirez ou bien qui vous admirez particulièrement? Ah oui, heureusement. C'est-à-dire, dans l'ère d'Internet, j'ai plutôt une vision globale de la situation. Moi, j'ai été toujours très très influencé par Camara Lai, le Guinéen. C'est un Guinéen, je pense. Camara Lai, l'enfant noir avec le riz et la mousse. C'est extraordinaire. Je me retrouve dans ce livre. Quand je lis, c'est mes racines qui parlent. Le livre me parle et moi je lui réponds et il y a un dialogue. C'est mon identité africaine qui est vraiment mise en valeur avec Camara Lai. C'est le meilleur écrivain africain, donc Camara Lai. J'aime aussi beaucoup un écrivain algérien qu'on appelle Mouloud Ferraoun. Donc c'est aussi un villageois comme moi. Donc c'est un écrivain extraordinaire qui parle de son village, comme je le fais aussi dans mes livres. Tout à fait, oui. Et aussi j'aime beaucoup l'écrivain russe Dostoïevski. Lui c'est un écrivain extraordinaire. Sans oublier Émile Zola, ses positions politiques, sa vie. J'adore Émile Zola. J'adore. Voilà.
Mais quand vous vous regardez maintenant en tant qu'écrivain, vous dites, parce que vous avez dit, vous trouvez votre inspiration la nuit pendant que les autres dorment. Mais là, vous avez quand même des écrivains qui ne s'inspirent pas nécessairement dans la nuit, mais qui, comme vous, écrivent au sujet de réalité de la société en tant que telle. Est-ce que vous croyez, vous, au votre niveau, que ici, par exemple, en Ontario, il peut exister un cercle des auteurs, des écrivains africains avec qui vous pouvez vous échanger des connaissances, pourquoi pas éventuellement coéditer des livres qui peuvent inspirer les autres lecteurs, dont les lecteurs africains? Oui, par exemple, au niveau de l'Alliance, il y a les jeudis littéraires. À chaque fois, on invite des gens, des écrivains francophones justement, qui présentent leurs livres. Et là, il y a une audience. Parfois aussi, il y a des écrivains et des artistes du Québec qui viennent aussi présenter leurs œuvres. Donc ça nous permet de nous rencontrer, de discuter. Je connais même un écrivain congolais, comme M. Kavungu, dont j'ai lu le premier livre. Oui, Christophe Kavungu, j'ai lu le premier livre. Donc on a eu l'occasion de discuter au téléphone de l'Afrique, des livres, etc. On en a un autre, Dr Mwamba Chibangu, qui a écrit trois bouquins. Peut-être je pourrais établir le contact pour faire la connaissance. J'aimerais bien le connaître, je ne le connais pas pour l'instant. Mais c'est-à-dire, il y a des gens qui écrivent, mais vous savez qu'en Ontario ou bien au Canada, la vie ne pardonne pas, parce qu'il faudra payer ses factures, il faudra travailler jour et nuit, il faut avoir 2 boulots comme moi pour ne pas être endetté. Ça ne nous donne pas beaucoup de temps de nous rencontrer. C'est pour ça qu'avec ces écrivains-là, je n'ai jamais eu de séance ou bien des idées de création d'une association des écrivains francophones de l'Ontario. Donc voilà, c'est par manque de temps. Que pensez-vous alors, à ce moment-là, il faut poser la question, parce qu'on parle d'Afrique, des Africains, quel est votre regard vers la communauté africaine? Êtes-vous optimiste par rapport à la communauté de la diaspora africaine et êtes-vous optimiste par rapport au développement de l'Afrique en tant que telle? Très bien, très bonne question. En ce qui concerne la diaspora africaine, il faut dire la vérité, c'est-à-dire... il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil. Mais en ce qui concerne la diaspora africaine, moi j'ai été invité un jour pour la création d'une association, c'est-à-dire de pays africains ici à Toronto. J'ai été déçu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'entendre, à créer une association. Pourquoi? Alors moi j'ai pris la parole, j'ai dit, écoutez, vous êtes des citoyens canadiens maintenant, et africains bien sûr, mais vous savez que vous travaillez, la plupart des gens travaillent, vous payez des impôts, et ces impôts-là vont au budget de l'État, ce qui est bon. Mais n'oubliez pas que ce budget de l'État finance les associations d'autres pays. Tout à fait, bien sûr. Donc avec vos contributions, vous aidez à organiser les autres communautés. Si vous ne vous organisez pas, alors votre argent, vous organisez les autres, vous êtes oubliés. Donc, pour pouvoir justement être organisé, il faudra vraiment se mettre dans la tête que si je ne le fais pas, mon argent servira à organiser d'autres. Voilà. Et je leur dis aussi, la plupart du temps, nous les Africains, lorsqu'on se réunit, on se met à critiquer les présidents. Le président, sa famille, ceci et cela. Alors que nous, ici, intellectuels, on n'arrive pas à s'organiser. Vous voyez que ce n'est pas facile de gérer un pays. Pas du tout. Des intellectuels, des docteurs, des ingénieurs, ici, ils n'arrivent pas à s'organiser. Alors nous, on dit, ce dictateur, celui-là, sa famille, etc. Donc, la clé du monde d'aujourd'hui et de demain, c'est l'organisation. Et si vous n'êtes pas organisé, il ne faut pas critiquer, c'est les gens qui s'organisent. Voilà. Et si nous sommes une communauté organisée, parce que vous m'avez posé la question sur l'économie, on servira de pont entre le Canada et nos pays respectifs. Il y aura des entreprises qui peuvent être créées canadiennes. L'entreprise canadienne, elle préfère envoyer quelqu'un qui connaît déjà le terrain. Pour exploiter des mines, par exemple, au Kivu, l'entreprise canadienne, elle va envoyer un Congolais qui connaît le langage de la région, qui connaît le terroir, etc. Donc, qui vont développer les relations économiques, l'import-export, des choses qui n'existent pas là-bas. L'éducation, les universités, qui peuvent aller là-bas, qui peuvent aider. Vous voyez, donc c'est un pont. Si on est organisé, une bonne association, on servira de pont entre nos pays et le Canada, qui est aussi le pays des Africains en diaspora.
Et est-ce qu'il y a une recommandation spécifique alors aux leaders, des personnes qui se considèrent leaders ou au leadership africain par rapport à un devenir meilleur ici en Ontario, compte tenu de l'expérience du passé? Il y a une recommandation quelconque de votre part? C'est-à-dire, moi je dirais à tous ces leaders que vous avez une richesse. Cette richesse-là, elle est en exil pour différentes raisons. Il faut s'appuyer sur cette richesse-là. Il faut s'appuyer sur cette diaspora pour pouvoir établir des ponts entre vos pays respectifs et ces gens-là. Au lieu de payer des bureaux d'études à des millions de dollars, vous pouvez bien payer un Congolais qui puisse vous faire une étude sur quelque chose au Canada. Voilà. Donc, la plupart du temps, nous avons les potentialités, mais nous n'avons pas les idées. Okay. Donc, il faudra toujours essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a. Et de ne pas se dire tout le temps, ah, je n'ai pas ça, nous n'avons pas ça, l'Occident nous vole ceci, cela, nos dirigeants sont corrompus. Il faut dépasser cette discussion de café du commerce. Ça, c'est le café du commerce. Dépasser les discussions du café du commerce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous comprenez bien, les réseaux de la diaspora, à chaque fois, le sujet du jour, ce sont les manuels, combien riches qu'a édité Dr Chali, mais le réseau de la diaspora, comme vous comprenez, c'est une chaîne qui essaie de comprendre le phénomène et les réalités de vie de peuple de la diaspora à tant qu'était. Donc c'était une parenthèse qui se referme pour retourner dans le livre. Alors docteur, souvent quand quelqu'un écrit, il y a une inspiration, il y a des pensées, il y a des idées. D'où vous vient justement des idées, des pensées quand vous écrivez avant bien sûr de soumettre sous forme des écrits à temps qu'était? Okay. C'est une très bonne question aussi. Toutes les questions que vous posez sont vraiment intéressantes. Merci. Je vous en remercie. Il est très flatteur. C'est ce qui me stimule. Tant mieux. Si les questions étaient endormantes, je me serais endormi. On se serait endormi à deux d'ailleurs. Voilà. Okay. Alors, je dirais que les idées, n'oublie pas que nous sommes reliés à notre passé. Tout à fait. Et nous vivons dans des circonstances déterminées. Bien sûr. C'est ça qui me permet d'écrire. Le fait d'avoir vécu dans un village, comment ce village-là est organisé. D'ailleurs, si on parlait de ces villages africains, c'est une chose aussi extraordinaire. Tout à fait, ils ne sont pas dépendants. Ils faisaient une agriculture vivrière, ils récoltaient leurs olives, ils faisaient du blé, de l'orge, ils ont un bétail. Ces gens-là reproduisaient leur vie, reproduisaient leur manière de vivre et sont dépendants économiquement de l'extérieur. Ça, c'est une chose extraordinaire. Nos villageois illettrés, alors que nous, actuellement, avec toutes les années qu'on a utilisées à user les bancs de l'école, on arrive toujours, on est porté sur la critique, malheureusement. Donc, je dirais que les idées m'arrivent, ça dépend. Je peux sortir et je peux voir, par exemple, quelqu'un qui, avec une guitare, qui fredonne des airs de Bob Dylan. Ça va m'inspirer pour écrire quelque chose. Dans un voyage, par exemple, quand je vais en Algérie, je vais chaque année en Algérie, et je vois des choses là-bas qui me rappellent le passé, qui me rendent un peu nostalgique, il faut dire la vérité. Tout à fait. Alors je dois écrire. Quand je vois par exemple, quand je lis quelque chose dans un livre qui m'intéresse, j'essaie de l'approfondir. Ou bien je peux voler une idée de M. Kabouya par exemple. Plutôt, oui, moi je dirais voler, parce que je ne dis pas au propriétaire de l'idée que je l'ai pris. Ok, d'ailleurs, ok. Moi, j'appelle les choses par leur nom. C'est permis. Voilà. Alors, ça dépend. Un écrivain, c'est une éponge. C'est une éponge qui prend toutes les informations de la journée. Je peux discuter avec vous, je peux discuter avec un autre, je peux avoir une scène de ménage avec ma femme. Il y a des idées que je prends comme ça. Voilà. Dans un ascenseur, en voiture, dans un café. Mais qui est-ce qui provoque l'idée? Ça, je ne sais pas. Si elle me plaît d'abord, je vois que c'est une idée qui me plaît. Et après, je dois la développer. Et pourquoi je dois la prendre? Il faut qu'elle ait une utilité. Si vous écrivez un livre pour endormir les gens, il vaut mieux recommander des somnifères aux gens. Il ne faut pas de livre somnifère parce qu'on empire la situation. Parce qu'avant tout, le livre, c'est fait comme un plaisir. Vous donnez un plaisir à quelqu'un. Tout à fait. Et c'est une leçon de la vie aussi. Mais on remarque de moins en moins les gens lisent parce que l'environnement d'aujourd'hui, vous avez des iPhones, des téléphones, des liseuses électroniques, et ainsi de suite, des devices. C'est-à-dire, le monde le train de vie est devenu tellement occupé et rapide
jusqu'à telle enseigne que les gens ne trouvent plus beaucoup de temps à faire la lecture. Alors vous, si un jour, par exemple, vous vous retrouvez dans une île isolée, amènerez-vous des manuels avec vous pour vous cultiver? Et si vous le ferez, quel serait ce manuel? Oui, voilà. Donc pour la lecture, ce n'est pas la lecture qui a diminué, c'est les formes de lecture qui ont diminué. On n'utilise plus, on n'utilise pas beaucoup les livres malheureusement, mais moi j'aime sentir le papier, j'aime feuilleter le livre, j'aime l'annoter, etc. quand je lis. Mais il y a des liseuses électroniques, il y a sur internet on peut lire, etc. Donc les formes de lecture ont changé. Parce que l'époque a changé. On n'a pas les mêmes moyens que dans les années 70 ou 80. La lecture est toujours là. Mais, par exemple en Afrique, comme il n'y a pas d'État, il n'y a pas de bibliothèque. Et quand il n'y a pas de bibliothèque, les gens ne lisent pas. Voilà. Donc c'est un problème aussi de moyens. C'est un problème de moyens. La lecture, c'est une chose extraordinaire. La lecture pour nous ramener des distances. On fait des distances immenses à partir de sa chaise. On lit des choses qui nous émerveillent, comme au sortir d'un grand film. On se sent différent, on se sent reposé. Justement, la lecture, moi, c'est une respiration. La lecture et l'écriture, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est une respiration. D'où ma question, quelle place occupe justement la lecture dans votre quotidien? Moi, je lis 4 à 5 livres à la fois. Par jour? Pas par jour, c'est-à-dire je les ai ouverts, je lis à la maison, quand je suis en voiture, ma femme va faire les achats dans le supermarché, comme elle regarde beaucoup les produits achetés, etc. Moi, je ne peux pas rester pendant 1 heure à la suivre, à la talonner, donc je dois rester dans ma voiture. J'ai toujours un livre dans la voiture. J'ai à la maison 1 ou 2 livres qui sont toujours ouverts. Actuellement, je lis Tolstoï, c'est Anna Karenina, je pense. Je viens de finir Dostoïevski, les frères Karamazov. Donc, j'ai tout le temps 4 à 5 livres qui m'accompagnent. C'est pour oublier aujourd'hui. C'est pour oublier les difficultés d'aujourd'hui. Il faut que le crâne se repose comme le corps. Nous, on pense surtout à reposer le corps. Mais l'esprit. Alors que dans un pays où le stress fait des ravages, il faut justement nourrir son esprit avec de beaux livres, les grands classiques. Dostoïevski, Tolstoï, Victor Hugo, Zola, voilà. Donc la lecture, je lis la journée et je lis la nuit aussi, voilà. Et à chaque fois que j'ai une occasion, quand je suis en voiture, je lis aussi, voilà. Voici là une façon agréable de passer son temps libre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Docteur, c'est très intéressant. Je pense que si je ne coupe pas notre entrevue, nous pouvons continuer comme ça parce que nous avons abordé beaucoup de sujets, mais j'aimerais annoncer à nos auditeurs que je compte ramener le docteur Chali, pour discuter avec lui de beaucoup d'autres sujets pendant les temps. Il m'a offert un bon repas ici. En tout cas, on a très bien mangé. Je suis certain qu'on reviendra encore ici. Mais il a beaucoup d'informations, beaucoup de sujets d'ordre économique, société, politique, ainsi de suite, qui pourra bien entendu faire bénéficier à nos auditeurs. Alors, vous êtes du Maghreb, vous vivez en Ontario, au Canada ou partout ailleurs dans le Nord-Amérique. Eh bien, les réseaux de la diaspora sont conçus justement pour vous permettre, vous qui nous suivez, d'exprimer vos idées. Vous êtes ingénieur informaticien, vous êtes un sportif, vraiment, quels que soient les domaines où vous spécialisez, c'est ça qui est le verbe. Donc vous êtes le bienvenu pour venir contacter les réseaux de la diaspora dans le grille d'informations qui vont défiler devant l'écran. Et vous pouvez venir, vous pouvez partager avec nous, avec Dr Chali, n'est-ce pas, des réalités de votre intégration en tant que telle. Docteur, j'aimerais souvent d'ailleurs, c'est le docteur Charles Kajemou-Pompou, qui est un des journalistes de réseau de la diaspora, qui a pris l'habitude de poser cette question. Il pose souvent la question de savoir. Durant nos interviews, nous posons beaucoup de questions. Mais si il vous reviendrait de conclure notre discussion, quels seraient ces éléments que je n'aurais peut-être pas abordés ici dans mes questions, que vous aurez souhaité apporter à nos auditeurs en tant que tel, et peut-être éventuellement votre mot de la fin? Très bien. Donc je veux juste reprendre une chose à propos du livre Illusion de liberté. Il est disponible à la vente, c'est $5. Si vous ne pouvez pas le payer, je vous le donnerai gratuitement. Vous n'avez qu'à me téléphoner. Alors 647 283 5608 647 283 5608. Alors vous pouvez me téléphoner. Si vous travaillez, vous allez me donner $10.
Si vous ne travaillez pas, je peux vous le donner gratuitement. Et aussi, j'aimerais dire une chose aussi, peut-être qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est que il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser le découragement vous effleurer. Parce que nous sommes arrivés ici, je suis arrivé ici sans parler un mot d'anglais. Et j'ai vécu à Toronto où on ne parle que l'anglais. Ne pensez pas que c'est facile. Les débuts sont très difficiles, très très difficiles. Et même le lundi qui commence la semaine est difficile par rapport au vendredi ou au jeudi. Le lundi est plus difficile. Alors, si vous arrivez comme un jeune de la diaspora, de l'Afrique ou d'un autre pays, tracez un plan, refaites les études si vous pouvez, travaillez dur, inspirez-vous des valeurs de travail qui ont fait du Canada un pays développé. Et surtout, il ne faut pas avoir de billet de retour. Lorsque vous êtes venu ici, achetez un billet aller simple. Parce que si vous avez un billet aller-retour, vous risquez de retourner dans votre pays. Et là, vous ne ferez rien du tout, ni dans votre pays, ni ailleurs. Alors, chers compatriotes, je remercie M. Kabouya, qui est un grand professionnel de l'information, et j'espère qu'il va secouer notre diaspora. Il va la secouer et lui donner les moyens intellectuels pour s'organiser. Parce que si on passe notre temps à critiquer nos dirigeants, alors que nous-mêmes on n'arrive pas à s'organiser ici en Occident, alors ce n'est pas une partie agréable. Il faudra faire ses preuves soi-même pour pouvoir dire que telle chose ne marche pas dans mon pays. Mais avec de l'abnégation, avec du travail, avec du sérieux, avec les études que vous allez refaire, je suis sûr que vous serez utile à vous-même, à la diaspora, au Canada et à vos pays d'origine. Sur ce, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Certainement, les réseaux de la diaspora au www.dn247.net. Vous pouvez là suivre toutes les informations. Nous avons créé une formule nouvelle qui est nous récoltons des informations du globe chaque jour qui sont disponibles sur les réseaux de la diaspora. Docteur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Accepté notre interview. Et j'espère que c'était très impressionnant. J'ai beaucoup appris en discutant avec vous. Et j'espère aussi que c'est le cas pour nos auditeurs. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence.